Vous savez, on le dit aussi dans le partenariat, c'est un lieu de rapport de force, de rapport de pouvoir, de rapport d'influence. C'est vrai que pendant longtemps, on a considéré ça comme quelque chose qui était très positif et qui tirait vers le haut. Or, on s'est vite rendu compte que si on mettait sous le tapis dans les procédures d'échange qui font émerger les actions partenariales, si on mettait sous le tapis ce qui différencie les partenaires les uns des autres, si on jouait trop vite à se concentrer sur l'action, eh bien, on se reprenait dans la figure plus tard. Donc, je pense que les méthodes qui sont les plus avérées relativement efficaces sont celles qui prennent le temps de laisser venir les confrontations de logique, de mission, de finalité entre différents partenaires qui veulent travailler sur un public, sur un territoire, sur les questions d'insertion, de formation, d'emploi. Donc ça veut donc dire que ça suppose quand même que dans le milieu professionnel, il faut être toujours beau, propre, efficace et toujours réussir. Déjà à l'intérieur de son propre organisation, c'est déjà mal vu d'hésiter et de douter. Vous imaginez montrer que sa boîte, son université, son ministère, son association qui a une solide vision sur un projet de société construit sur des valeurs qui sont souvent anciennes et profondes, montrer qu'on peut aussi douter, se laisser interpeller par d'autres conceptions, d'autres visions. Donc, on a pu voir que peut-être les meilleures façons de travailler en action collective, en interinstitution, ne sont pas celles qui ne font travailler entre eux que ceux qui sont d'emblée d'accord, avant même de commencer leur partenariat, mais dès qu'on peut intégrer dans les partenariats des institutions qui sont connues pour s'opposer dans leur approche. On peut penser à tout ce qui s'est passé dans les années 80-90 sur l'école et l'entreprise. L'école et l'entreprise, voilà, logique marchande, logique de profit, logique éducative, logique désintéressée. Comment on peut bosser ensemble entre l'école et l'entreprise sur l'insertion sociale et la question de l'emploi? Comment on peut travailler entre la posture, entre guillemets, de l'éducateur qui attend que les gens soient volontaires, qui protège le secret et la confidentialité des échanges, et qui utilise un certain nombre de méthodologies qui sont totalement, quelquefois, à l'opposé de ce que peut faire, par exemple, un prescripteur ou un conseiller d'insertion, qui va devoir, par mission, par profession, peut-être qu'il trouve d'autres moyens de le faire, il va devoir peut-être plus être dans la prescription, dans l'absolue transparence, dans l'obligation de bouger, et donc battre en brèche peut-être d'autres valeurs professionnelles qui sont vraiment celles de l'action sociale. On sait comment est née l'action sociale, comment sont construites les professions de l'action sociale. C'est pas du tout la manière qui sont construites sur l'idée de réparation ou sur l'idée d'assistance. Réparer ce que l'école casse, réparer ce que la société n'a pas su faire, réparer ce que d'autres professionnels n'ont pas su régler, entre guillemets, pour la famille. Et donc, comment travailler entre professionnels lorsque l'on se retrouve avec, comme ça, des racines profondes d'origine de profession que tout oppose. On entend encore toujours, ce qui n'est pas un signe pour commencer à travailler ensemble, que ce que fait l'éducation nationale sur les illettrés, c'est elle qui les a produits. Donc, on ne peut plus voir l'éducation nationale pour remettre à un niveau les adultes, puisqu'elle est partiellement totalement responsable d'avoir produit 6%, voire 20%, selon les chiffres, au niveau du collège, de gens qui maîtrisent mal, etc. Donc vous voyez ce type de posture-là, comment les dépasser, comment oser le conflit et la confrontation. Voilà. Alors, moi, si on tient compte de ce fait-là, on peut considérer qu'il y a peut-être quelques compétences, je ne vois pas d'autres mots, ou méthodologies structurantes qui ont émergé et qui font gagner du temps lorsque l'on est d'accord entre partenaires pour s'y atteler, et qui sont donc des améliorations, des tentatives ou des espérances de réussir quand même les actions partenariales complexes. La première, c'est la conduite de projet. Alors c'est vrai, la conduite de projet dans son institution, à l'abri de la protection de ce qui est dedans et dehors de son institution, c'est facile, c'est ancré, on a appris ça du monde industriel, ça fait longtemps qu'on fait de l'ingénierie de projet maintenant dans ces milieux, et donc c'est assez bien distribué chez les acteurs de tout type, qu'ils soient des acteurs de face à face, des acteurs
de stratégie ou même des décideurs. Sauf que la méthodologie de projet, vous savez, on part de l'émergence d'un besoin, d'une commande, on élabore des objectifs, on planifie, on régule, on cherche les ressources, etc. Bon, bref, je ne vais pas faire ici un cours sur la conduite de projet. La question, c'est qu'est-ce que ça devient lorsque l'on travaille ensemble? Qu'est-ce que ça devient lorsqu'on travaille à plusieurs institutions et qu'à chaque étape des phases d'un projet, eh bien, la question de la construction d'un consensus, d'un compromis se pose. Dès l'émergence des besoins, on va avoir des conflits latents, des visions différentes, pas toujours complémentaires, qui peuvent aller jusqu'à des conflits de valeurs, etc. Et donc, ce qu'il faudra dans le processus de projet, et l'expérience le montre, gérer, c'est ce qu'on pourrait appeler un jeu de validation successive et réciproque. À chaque étape, la mise en objectif, la régulation des objectifs, le pilotage, le retour des premiers effets, la mise en commun d'une banque d'indicateurs, tiens, est-ce qu'on peut accepter qu'on ait 3-4 indicateurs communs pour les construire, ça ne va pas être de la tarte, et est-ce qu'on peut accepter que chaque institution y rajoute ses 2-3 propres indicateurs perso, même s'ils peuvent nous irriter, ces indicateurs que les autres rajoutent, l'important étant de quelle capacité on peut avoir à se mettre d'accord sur 2 ou 3 indicateurs communs. Ce qui n'empêchera pas, parce que le partenariat montre bien qu'on n'est jamais pieds et poings liés, ce qui n'empêchera pas chaque partenaire d'avoir ses propres indicateurs qui correspondent à des systèmes de justification qu'il a, de ses budgets, de ses marchés, de sa finalité, etc. Voilà. Néanmoins, à chaque étape, on va avoir à gérer, alors qui va gérer, on verra peut-être un peu tout à l'heure, on va avoir à gérer ce jeu de validation réciproque progressive, et ce ne sera jamais acquis complètement que de considérer que le noyau des partenaires, sans parler des satellites qui sont un peu autour à regarder et à s'impliquer d'une manière plus occasionnelle, va pouvoir piloter à partir de cela. Donc voilà, il y a la question de la régulation, après la conduite de projet partenarial complexe et son jeu de validation réciproque, progressive et séquentielle. J'ajouterai la question de la régulation. Là, il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans l'action collective sur comment se construisent les règles. Ce qui est compliqué dans un partenariat, dans une action collective interinstitutionnelle, c'est que les règles de fonctionnement ensemble sont à la fois à produire par le groupe et en même temps elles sont les conditions pour que le groupe puisse produire. Donc en fait, est-ce que ce n'est pas, et moi j'ai recueilli des témoignages dans ce sens-là, qui est de dire que le premier objet, après s'être engueulé sur le sens et la valeur et la finalité de l'action de chacun, et d'avoir accepté que les autres soient différents, le deuxième travail, ça serait peut-être l'élaboration des règles de fonctionnement, qui elles aussi devront peut-être évoluer, etc. Et du coup, on n'est plus centré sur le contenu des partenariats, mais sur ses modalités de fonctionnement. Alors, les règles de la négociation, du travail collectif, doivent s'élaborer dans le partenariat et elles sont les conditions sine qua non pour que le partenariat réussisse. Alors, voilà. Donc, on n'est pas du tout dans les techniques classiques d'animation ou de régulation d'un groupe interne, où d'emblée l'autorité de celui qui propose la règle n'est pas trop chahutée. On est là aussi dans les modalités de fonctionnement sur des conflits possibles dans les stratégies de management. Plutôt participatif, plutôt consensus. Alors on a, je me souviens, des postures de partenaires disant ça fait des heures qu'on discute pour ne pas avancer, et d'autres disant la balle au bon. Au contraire, c'est maintenant qu'on gagne du temps sur notre réel partenariat. Vous voyez, quand on veut même travailler que sur les règles, comment on travaille ensemble, on peut se recoltiner des questions de représentation sur les choix et les valeurs des méthodes, plutôt au consensus ou plutôt à l'efficacité. Plutôt au dialogue permanent ou plutôt on confie à ceux qui savent et puis nous on reste derrière ceux qui savent. Donc on voit bien que les conflits sont importants. Alors on a comme ça une
deuxième charpente de compétences qu'il faut développer, repérer, qui sont donc les compétences liées à tout ce qui est régulation du travail. Ce matin, ça a été évoqué par les collègues sur le partenariat d'acteurs, partenariat d'institutions. Moi, j'ajouterais partenariat d'action. Parce que c'est vrai qu'une action, un projet, ça a sa propre logique de projet. Les partenariats institutionnels, il y en a plein dans vos tiroirs, dans nos tiroirs. Ce sont les grands responsables qui passent des protocoles entre décideurs, les grandes entreprises avec le ministère de l'éducation, de la formation, sur tout ce qu'on veut. Et puis la question, c'est comment c'est décliné, comment c'est relayé, quel sens ça a pour le terrain. Et donc on voit bien que les partenariats d'institutionnels, de décideurs, de responsables, sont souvent repérés par les professionnels de terrain comme des coquilles vides, des coquilles inapplicables, des contenus qui n'ont pas de sens. Et donc ça pose problème quand on doit travailler sur quelque chose qui n'a pas de sens. On est tous bâtis de la même manière, on préfère quand même que ce qu'on fait ait un peu de sens, au moins pour soi, sinon pour les effets sociaux sur les systèmes. Voilà. Donc moi je pense que dans les systèmes de formation avec les collègues, lorsqu'on s'attaquait à la question de l'aide à la réflexion des professionnels sur ce qui se passe dans les mécanismes de partenariat, on faisait très attention d'abord de bien reséparer ces trois niveaux. Qu'est-ce que c'est qu'un partenariat institutionnel de décideurs d'institutions? Qu'est-ce que c'est qu'un partenariat d'acteurs? Allô, tu sais très bien, on se connaît, il faudrait quand même qu'on fasse quelque chose là-dessus. Tiens, on pourrait se voir. Oui, on pourrait d'ailleurs appeler un tel qui lui aussi avait dit que ça l'insupportait d'avoir telle situation. Et pouf, ça c'est un partenariat d'acteurs. La question étant comment ces acteurs vont pouvoir rejustifier dans leur propre institution d'appartenance et par rapport aux décideurs du territoire local, comment ils vont pouvoir reconstruire une légitimité alors qu'ils sont partis quelquefois de la marge de leur mission sur une idée, sur des cristallisations de point de vue, d'envie d'agir, et que cette cristallisation va devoir, au risque d'être marginalisée et de rester un jouet ou une danseuse. Ça, c'est des trucs que j'ai aussi entendus chez les hiérarchiques. Il arrête avec ton jouet ta danseuse. Je ne dirais pas qui était à l'époque ma danseuse, mais je parle bien de quelques temps que je passais, considéré comme trop important, parce que c'est chronophage, on le sait, le partenariat, à tisser des liens de mon institution avec d'autres institutions, localement ou régionalement, ou au plan européen, pour prendre des exemples de projets européens. Or, on voit bien qu'il faut apprendre à reséparer ces partenariats d'acteurs, spontanés, systèmes d'acteurs, mais ça ne veut pas dire les cantonner à un rôle de joyeux professionnels qui prennent leur pied à faire des choses qui les intéressent. Comment leur redonner du sens au niveau institutionnel. Donc là, on est bien dans le top-down, ou bien l'endogène et l'exogène, c'est-à-dire qu'à l'extérieur, sur les territoires, la question de l'endogène et de l'exogène se joue, mais dans les institutions en particulier les plus centralisées, la question de l'endogène et du centralisé, elle joue aussi. Donc, voilà, on essaye dans les formations de décortiquer ces différents niveaux, partenariat d'action de projet, partenariat d'acteurs, partenariat institutionnel, les liens entre eux, et comment du coup retisser les liens d'un brouillage entre les niveaux décisionnels, les niveaux stratégiques et les niveaux opérationnels que l'on fait éclater, qu'il est obligé de faire éclater dans les actions interinstitutionnelles, beaucoup plus que dans les actions internes aux organisations.